Chaque refus était une petite mort, un rappel brutal de son statut au bas de l'échelle sociale du bureau. La fête dans le garage de sa mère, avec sa bassine de sangria, prenait des allures de tragédie grecque. La croisade de Jean-Claude. Pendant que Sylvain sombrait dans le désespoir social, Jean-Claude Convenant menait sa propre guerre sainte. Une guerre qui se jouerait sur un terrain de football d'entreprise, un samedi matin. Le match annuel contre Digitech, leur concurrent direct, approchait. Et pour Jean-Claude, c'était une question d'honneur, de virilité et surtout de budget. Il avait réuni son équipe près de la machine à café, transformant l'espace détente en vestiaire improvisé. Son discours était un mélange absurde de jargon managérial et de clichés sportifs. Messieurs, autant vous dire tout de suite, si jamais demain on prend une tôle, on peut dire adieu à la 3e division corpo. C'est le match couperet, comme dirait l'équipe. Il se tourna vers le jeune stagiaire, désigné gardien de but par défaut. Comment il va notre petit gardien détendu? Pas de sexe, hein? Pas de sexe parce que ça coupe les jambes. Et pour la bouffe ce soir, diététique. Des sucres lents, des pâtes, un petit yaourt et derrière que de l'eau. Tant que tu pisses pas clair, tu bois, tu bois, tu bois. Le stagiaire le regardait avec des yeux ronds, se demandant s'il devait prendre des notes. Le drame éclata lorsque le stagiaire, avec une franchise désarmante, annonça qu'il ne jouerait pas. « Comment ça tu joues pas? » hurla Jean-Claude. « C'est pas parce que j'ai joué une fois avec vous la semaine dernière que maintenant je vais venir taper dans un ballon tous les samedis matins et puis jouer pour le compte de la boîte. Non. C'est lot. » Il tourna les talons, laissant derrière lui un champ de ruines. Jean-Claude était apoplectique. Mais c'est un petit pourri. Hardy. L'enjeu était immense. Et Jean-Claude le décrivit en termes apocalyptiques. On est foutu. Et je vais vous dire pourquoi on est foutu. Ils vont nous retirer le budget pour le football. Fini les petits gueuletons d'après-match? Fini. Le quart pour le déplacement à Fos-sur-Mer. On va encore descendre d'une division. La survie de leur microculture d'entreprise, faite de camaraderie forcée et de bière tiède, était en jeu. C'est alors que son regard se posa sur Hervé, qui tentait de se faire aussi discret qu'un caméléon sur un plaid écossais. Une lueur diabolique s'alluma dans les yeux de Jean-Claude. « Hover. »« Non, » dit simplement Hervé, sans même lever les yeux de son dossier. « Mais, Hervé, c'est pour la boîte, l'esprit d'équipe, la synergie. Je ne sais pas jouer au foot, Jean-Claude. C'est pas grave, t'es comptable, t'as l'habitude de tout arrêter. Tu te mets dans les buts et t'arrêtes le ballon. C'est simple. » Hervé soupira. Il savait que la lutte était vaine. Face à la force brute de la pression sociale d'entreprise, sa logique implacable ne pesait rien. « Bon, d'accord. Mais je garde mes lunettes. Et j'ai que des moufles, ça ira? »« Super !» s'exclama Jean-Claude, ignorant la moitié de la phrase. « On va faire du bon boulot! Demain, 7h30 au stade. » Zamba. Hervé, résigné, se voyait déjà subir une humiliation publique. Le tout au nom d'une obscure 3e division corpo. L'intersection et le coup de maître, les deux intrigues se télescopèrent lorsque Jean-Claude, encore euphorique d'avoir trouvé son gardien providentiel, croisa Sylvain. « Et Jean-Claude, je compte sur toi pour le 26, » commença Sylvain. Mais Jean-Claude n'écoutait pas. Il était ailleurs, dans une spirale de faux désespoir. Il se laissa tomber sur une chaise, la tête entre les mains. « Jean-Claude, ça va pas? T'as picolé? » s'inquiéta Sylvain. « J'ai tout annulé, » murmura Jean-Claude d'une voix sépulcrale. « Quoi? »« Mon anniversaire. J'ai tout annulé. J'ai l'impression que ça saoulait tout le monde. C'était un coup de génie. Un acte de manipulation si pur, si éhonté, qu'il en devenait admirable. En se posant en victime, il transformait son propre égoïsme en une tragédie collective. Sylvain, dont le propre anniversaire venait d'être universellement snobé, tomba dans le panneau, submergé par une vague de culpabilité. « Oh non, c'est bête! »« Mais attends, » dit Jean-Claude, se relevant comme un phénix renaissant de ses cendres. « J'ai une bonne nouvelle. Pour le stage de rafting. C'est bon, on part. On va faire mon année là-bas, ça va être tout cool. » Il avait réussi. Il avait transformé une corvée obligatoire du CU en sa fête d'anniversaire personnelle, s'assurant ainsi la présence de tous ses collègues, qu'ils le veuillent ou non. Il attrapa une carole médusée par les épaules et se mit à chanter. « Happy birthday to you, lâche-moi, happy birthday to you. » Ce chapitre illustre parfaitement la dissonance de cette culture d'entreprise en pleine mutation. D'un côté, des concepts modernes comme le team building et l'esprit d'équipe, importés du management anglo-saxon, sont brandis comme des étendards. De l'autre, les dynamiques réelles sont régies par des instincts ancestraux.
La lutte pour le statut, la manipulation, la pression du groupe et une masculinité de vestiaire à peine déguisée. La technologie est là, on imagine les invitations de Sylvain envoyées par un Outlook Express poussif. Mais les comportements sont intemporels. L'humour naît de ce grand écart permanent entre la façade professionnelle et la réalité chaotique et profondément humaine de ces personnages piégés dans leur open space beige. Chapitre 2. Paradoxes temporels et paranoïa sécuritaire. La semaine avançait, chaque journée apportant son lot d'absurdités. Le traumatisme des invitations d'anniversaire et du recrutement forcé pour le football laissa place à des débats métaphysiques et à des confrontations sécuritaires, prouvant que dans cet univers, le banal pouvait à tout instant basculer dans le surréalisme. Déjeuner avec l'histoire. La cantine de Dégix était un lieu sans âme, une grande salle éclairée au néon où l'odeur de la choucroute de la veille flottait encore. C'est dans ce décor peu propice aux envolées intellectuelles que la question la plus profonde qui soit fut posée. « T'as une machine à remonter le temps, tu fais quoi là maintenant tout de suite? » lança Fred, piquant dans une andouillette suspecte. La question tomba dans le brouhaha des plateaux repas. Hervé, méticuleux, coupa sa tranche de jambon en carré parfait. Jean-Claude, lui, s'illumina. Pour une fois, il ne s'agissait pas de vente ou de football. Il avait une réponse précise, presque poétique. « Moi, c'est vite vu, » déclara-t-il avec solennité. « Je fonce sur la départementale 134, à 10 km de Peyrelot-le-Château, dans le Lot, le 8 décembre 1960. » Un silence respectueux s'installa. C'était d'une précision déconcertante. Ce jour-là, continua Jean-Claude. Ma mère, elle a crevé un pneu de sa 2CV. Il pleuvait à torrent. Personne pour l'aider. Elle a changé sa roue toute seule. Elle s'est chopée une pneumonie, mon pote. 12 jours au lit. Il marqua une pause, l'émotion palpable dans sa voix. Alors, c'est évident. Je remonte dans le temps. Je lui dis « Maman, tu vas attraper froid. » Je lui change sa roue. Et paf, pas de pneumonie. Fine, là. C'était un désir d'une simplicité touchante, un acte d'amour filial traversant les décennies. Un moment de grâce inattendu de la part de Jean-Claude Convenant. Ce fut Hervé qui brisa le charme. Toujours pragmatique, il voyait plus grand. Beaucoup plus grand. Et si tu profitais de ton voyage dans le temps pour faire le plus important, dit-il, l'air d'un professeur d'éthique. Imagine tu te retrouves dans les années 30, à Berlin, en face d'Hitler. Tu le dézingues, t'empêches la Seconde Guerre mondiale. Jean-Claude le regarda, perplexe. Ouais, mais c'est pas simple ton truc. Primo, tu parles pas l'allemand. Et l'anglais corrigea Hervé avant de se reprendre. Non, l'allemand, voilà, je parle pas l'allemand, et puis il faut que je trouve des costumes des années 30. Et moi, les costumes des années 30, ça me va pas autant. Le sort de millions de personnes se heurtait à une question de garde-robe. Hervé, cependant, avait un argument plus puissant, un argument qui touchait au cœur même de son être. De toute façon, je pourrais pas le tuer, Hitler, à cause du paradoxe temporel. C'est quoi ce paradoxe temporel? C'est une théorie, expliqua Hervé avec le sérieux d'un physicien. Si tu changes le moindre événement du passé, tu bouleverses complètement l'avenir. S'il n'y a pas la guerre, la maison de mon père, elle n'est pas bombardée. Donc, il n'est pas obligé d'être hébergé dans une autre ville. Donc, il rencontre pas ma mère dans cette autre ville. Donc, je ne suis pas là en train de boire un bon expresso avec mon pote Hervé. La conclusion était vertigineuse. L'existence même d'Hervé Dumont, comptable chez Digix, était la conséquence directe et inéluctable du Troisième Reich. Sacrifier sa propre naissance pour sauver le monde? Impensable. Le café était trop bon. T'as une vie de merde de toute façon, trancha Jean-Claude, ramenant le débat à son niveau habituel. On s'en fout que t'existes pas. La discussion s'envenima, transformant la cantine en un symposium d'histoire alternative de comptoir, où les plus grandes tragédies du 20e siècle étaient évaluées à l'aune des petites angoisses personnelles et des pauses café compromises. Nuit au bureau. Plus tard dans la semaine, Jean-Claude se retrouva à travailler tard. Il devait finaliser un dossier crucial pour un client à Angoulême. Le bureau, la nuit, était un endroit étrange, silencieux et spectral. Les écrans de veille dessinaient des formes hypnotiques dans la pénombre. Le seul bruit était le ronronnement des serveurs dans la salle informatique. Vers 23 heures, épuisé, il se dirigea vers la sortie, son badge à la main. C'est alors qu'une silhouette surgit de l'ombre. « Tu poses ton gobelet », dit une voix jeune et tremblante. Gentiment.
Il n'y a pas d'erreur. Les mains sur la